Eh bien, chers amis, bonjour. Bonjour. Ça me fait penser un peu au jeu... Jeu de 20h? Non, au jeu du midi, tu sais. Le jeu des 1000 francs? Au jeu des 1000 francs. Lucien Jeunesse. Bonjour, bonjour. Chers amis, bonjour. Oui, c'est ça, c'est presque ça. Tenterez-vous le jeu des 1000 francs? Ah ben absolument, bien sûr. Les 1000 questions aujourd'hui. 1000 questions et 1000 réponses avec des invités extraordinaires. C'est vrai qu'ici à Radio Armada, eh bien, nous avons le bonheur d'accueillir chaque semaine, n'est-ce pas, ma chère Nadine, des gens formidables. Voilà, avec des horizons différents également. Alors là, on va parler gourmandise, on va parler opéra, on va parler chansons, on va parler théâtre, on va parler disques. Enfin, on va parler de plein de choses, n'est-ce pas, mon cher Vartoche? Mais oui, tout à fait, mon cher Christian. Oh, écoutez, comme vous allez... C'est ce qui attendent les auditeurs de Radio Armada. Bien sûr. Que du bonheur. Que du bonheur. Il y a de la joie, je vous le dis. Alors aujourd'hui, nous sommes le samedi 22 juin. Ça passe vite, hein. Hier, c'était la fête de la musique. Alors, vous avez fait quoi, Vartoche? Moi, j'aime pas la fête de la musique, je reste tout seul chez moi. Ah bon, c'est vrai? Et j'aime pas quand il y a trop de monde. Et vous, José, vous sortez à la fête de la musique? Je ne chante pas, mais j'ai le privilège d'aller l'écouter. Et j'y vais. Je vais les écouter, je me déplacerai dans plusieurs endroits parce que maintenant, bon, je me suis retiré de la profession, mais la musique est toujours dans mon cœur. Et ce qui est extraordinaire, ce qui m'intéresse, c'est de voir la génération actuelle pour l'avenir, n'est-ce pas? Absolument. Et je vois Nadine également, qui est en pleine forme. Alors, toujours. La nuit a été terrible. Je crois que vous avez dansé toute la nuit, chanté aussi, c'est formidable. La fête. Hein? Ah oui, mais vous êtes toujours ravissante, merveilleuse. Hein? Elle est sucrée, elle est incroyable. Hein? Elle a mangé des chocolats toute la nuit. Comme du chocolat. Hein, comme du chocolat. Bien, alors on va quand même présenter d'une façon officielle nos amis, nos artistes qui sont là aujourd'hui. Tout d'abord, le grand, le merveilleux José Todaro, je vous demande d'applaudir chaleureusement. Merci, merci Christian. Merci. On va parler de vous, mon cher José, on va vous écouter, on va vous applaudir, on vous aime, vous êtes adulé par tout le public français, vous allez passer au combien de toutes ces frontières, c'est formidable. Et je vous trouve vraiment en pleine forme. Écoutez, vous allez me faire rougir, mon cher avec cette Christian. petite mèche rebelle, bronzée, souriant, tout y est, c'est formidable. Hein? Je l'ai fait pour vous, je l'ai fait pour mes amis qui sont aujourd'hui ici, je l'ai fait pour Nadine. Ah, surtout pour Nadine, bien sûr. Voilà. Grazie mille. Voilà. Bien, alors juste à côté de vous, mon cher José, regardez, c'est une jolie plante. Ah, je l'ai déjà repéré. Ah comme là, tu me vous l'as l'avez présenté repéré, tout à l'heure. bien sûr, bien sûr. Alors, c'est Nadine qui a invité donc deux maîtres chocolatiers. Exactement. Aujourd'hui, nous allons parler gourmandise, comme d'habitude, un projet solidaire mariant humanisme et chocolat. Nous allons découvrir Camayos. Camayos, voilà. Et mais on va surtout goûter aussi, hein. Mais c'est d'ailleurs la base. Ah oui, Hein, parce il faut qu'il y a déjà plein de goûter. chocolat, je vous dis. Comme à je chacune vous dis des tout, émissions. On a plein de chocolat un peu partout, sous la table. sur la table, sous la table, un peu partout. Le public, ainsi que le plateau, même le régisseur, tout le monde aura droit à du chocolat. Tout le monde aura le droit à son chocolat. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Ah, merci tonton, merci beaucoup. Bien. Alors, regardez, ce petit blondinet, enfin un blondinet qui commence un peu à Ah blanchir. bah non, c'est fini maintenant, c'est fini. Mais toujours extraordinaire. Bon, ben c'est un personnage en couleur, c'est l'un de mes chroniqueurs, mes amis avant tout, journaliste, c'est quelqu'un de formidable. Bon, et c'est vrai qu'il n'y a pas à toutes les émissions, mais lorsqu'on l'a, on est vraiment content de l'avoir. Oh, c'est t'es lui gentil. qui a lancé l'Euro Vartevision, il est chanteur, il est comédien, il est musicien. Bon, il est reconnu, adulé, apprécié, aimé du tout Paris, évidemment, bien sûr. Je On sais l'a pas, avec moi. nous aujourd'hui, c'est notre ami Vartoche, que je vous demande d'applaudir chaleureusement également. Avec un disque qui va bientôt sortir. Ah, vous êtes dedans, mon cher Vartoche. Ah, oui. Vintage Popol, c'est quoi ça alors? C'est un boys band de vieux. mais écoutez, vous n'êtes pas vieux, vous êtes tout jeune. Mais ça ne fait pas mon âge. Mais non, une toute petite carotte qui vient de sortir. Écoutez, Mais vous êtes 80 ans, formidable. quand même. 80 ans, non, vous ne les avez pas. Enfin, vous ne les faites pas en tout cas. Hein. Alors voilà, donc c'est un tout nouveau disque qui Oui, sort oui. aujourd'hui en plus le 22. Oui, ça sort aujourd'hui. D'ailleurs, on va voir le clip On va voir le clip et puis on va recevoir vos deux invités tout à l'heure Bah aussi. oui. Hein Mes amis aussi. et oui, qui sont Mes vieux copains. et qui sont donc
C'est eux qui ont écrit, qui ont eu l'idée déjà. Donc ils vont en parler tout à l'heure. Mais c'est Frédéric Strouk et Olivier de Nizet. Voilà, que l'on va recevoir tout à l'heure sur ce plateau. Ils vont nous parler. Qui est le metteur en scène d'Yvette Leclerc aussi. Oh, la belle Yvette, elle est formidable. Hein. Elle prépare une tournée, je crois. Hein. Elle est incroyable, hein, malgré son vieil âge. Hein. 17 novembre, au grand point virgule. Bah oui, mais c'est incroyable. Incroyable. On l'embrasse très fort, notre Yvette. On t'aime, ma petite chérie adorée. Bien sûr. Et puis voilà. Et puis d'autres surprises durant toute l'émission. Bon. Une équipe de comédiens. Une équipe de comédiens qui seront là également. On peut peut-être en parler aussi, puisque ce sont vos invités, mon cher Vartoche. Oui, donc il y a Sandra Fabry, dont j'ai vu le spectacle, c'est très original, et puis c'est très bien. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc on va en parler. Il y a donc deux pièces. On va parler de deux pièces, hein, c'est ça. Donc, qui seront bientôt au Festival d'Avignon. Voilà, au Festival d'Avignon, et puis. Et on va parler du metteur en scène aussi, hein. C'est Bruno Banon. Voilà, tout à fait. Qui a mis en scène les deux spectacles. Et pour les autres comédiens, il y a Lydia Sherton qui est belge. Mais personne n'est parfait, non, je rigole. J'adore les Belges. Bah oui, comme tous les Belges, elle est marrante. Au moins, ce sont des gens qui se prennent pas la tête. Beaucoup d'humour, les Belges. Beaucoup d'humour, toujours de la rigolade, c'est bien. Hein, voilà, c'est la vie en couleur avec la Belgique. Elle partage l'affiche avec Julien Jürger. Eh bien, on va vous recevoir tout à l'heure, bien sûr, en deuxième partie d'émission. Mais pour débuter, chers amis, débutons avec un maître en la matière, José Todaro, célèbre ténor. L'indéniable charme latin, c'est vrai, le tzigane rouge en gypsy de Francis Lopez, considéré comme le successeur de Luis Mariano, on peut le dire aussi. José Todaro, le ténor à la voix d'or, il chante dans les opéras et fait découvrir l'opérette au grand public. Il est simple, notre ami José, c'est vrai, il est généreux, à l'approche proche des autres, à l'écoute aussi des autres. C'est le petit Sicilien, voilà, qui chantait dans les rues lorsqu'il était enfant, et puis ensuite qui part à Paris, en France, et qui fait une carrière fulgurante, qui se fait connaître en France et dans le monde entier, en chantant sur les plus grandes scènes. Il vient de sortir un coffret d'or chez Marianne Mélodie, voilà. Et cette émission lui est largement consacrée. C'est une vedette, c'est une star, c'est un ami. Que dire encore? C'est tout à fait notre ami José Todaro. La Sicile, c'est votre pays, en fait, hein? José. Absolument, c'est mon pays que je ne l'ai pas négligé, mais je l'ai éloigné pendant beaucoup d'années, justement parce que ma profession me l'obligeait. Nous avons fait une profession qui ne vient pas chez nous, mais que c'est nous qui allons chez les autres. Et on a voyagé beaucoup, qu'il soit au Brésil, en Amérique, au Canada, aussi au Pôle Nord, en Écosse, en France, en Belgique et dans les pays de l'Est également. Oui. Oui. Et l'Italie, en effet, je la retrouve maintenant, après que j'ai pris la décision de m'arrêter parce que... Vraiment plus jamais de scène avec José Todaro. On n'y croit pas, cher Christian. Non, par contre, je m'intéresse toujours aux chanteurs, à la musique. Il y a des gens qui viennent chez moi en Sicile spécialement, qui souhaitent des conseils. Et je suis à la hauteur vraiment de le faire. Je suis très surpris que je peux parler de l'art lyrique avec un grand professionnalisme. Je suis même étonné. Aujourd'hui que je suis de l'autre côté de la barrière, je me demande si c'était bien moi qui a fait cette carrière. Et d'avoir connu des grands chanteurs, d'avoir travaillé avec les plus grands du monde, c'est quand même étonnant. Aujourd'hui, je suis rentré dans mon pays, je respire la même air, je respire la même poussière, je vois le même ciel.
chose extraordinaire, ça faisait toute une vie que je n'ai pas vu les étoiles. Et quand je suis rentré dans ma propriété, je l'ai vu. Alors, faites-nous rêver un c'est peu de ça. votre propriété au bord de la mer. C'est incroyable, Alors, non mais... si Mais je c'est où, n'avais c'est où en si- Sicile? Alors, où est-ce que c'est en Sicile? Alors, en Expliquez-nous. Sicile, c'est dans la province de Agrigento, c'est dans la Méditerranée, face à la Tunisie, tout près de l'île de Lampedusa, qu'on en parle beaucoup actuellement. Tout à fait. Lampedusa fait partie de Agrigento. Je vous parlerai, on en aurait pour des heures, mais ce que je peux vous dire, c'est que je découvre également la Sicile, parce que je n'ai pas eu le temps de la voir. Ouais. Figurez-vous qu'à 2 minutes, 3 minutes où j'habite à Porto Empedocle, à la mer, et qu'à 2 minutes, 3 minutes, il y a une mine de sel. Figurez-vous qu'à 100 mètres de profondeur du niveau de la mer, il y a une cathédrale en sel avec des statues et des sculptures extraordinaires. Comme en C'est Pologne, vraiment- ça existe également en Pologne. J'ai visité une mine de sel, c'est incroyable, c'est une chapelle. Hein. Oui, et là, Et le c'est sel est aussi- taillé. c'est à 2 pas de chez nous, n'est-ce pas? C'est très Et beau, puis, il y a pas mais que ça. vous, c'est... Il Oui, y a voilà. aussi, on a vu là, sur l'écran, on a vu la Scala dei Turchi. Qu'est-ce que c'est la Scala dei Turchi? C'est une montagne blanche. On ne sait pas comment il a apparu en Sicile, et pourtant c'était le repère pour ceux qui devaient envahir la Sicile. La nuit, et comme ça. On a comme compris ça, que vous êtes dans un endroit Et merveilleux, moi, je au suis bord de la justement mer. tout près de la Scala di Turchi, Voilà. et si je n'avais trouvé pas cette propriété, je crois que je ne serais pas retourné en Sicile. Ouais, c'est vrai. Mais vous Una avez retrouvé storia des de copains, amore. des amis, Extraordinaire. j'imagine. Parce que c'est... On arrive, Christian, à Ouais. minuit, Hum. on arrive, on voit, surtout quand il y a la lune, c'est extraordinaire. Ouais. Et puis, on lève la tête, on voit le ciel étoilé. Comme il n'y a pas d'espace pour le ciel, il n'y a que des étoiles. C'est extraordinaire, ça donne le frisson. Alors, on a presque pas envie de dormir. Et quand à 2 heures la nuit, on se lève, on a envie d'aller voir la mer, on a envie de La voir tête dans les les étoiles. étoiles. C'est Mais vous êtes une étoile dans les étoiles. Qu'est-ce qu'elle parle bien. Je vais vous étonner, mes amis, et pourtant, il faut que je vous le dise. Oui, dites Ce n'est pas tout. des choses qu'on peut cacher. Non. J'ai complété mes 80 ans il n'y a pas longtemps. Félicitations. Oh là 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 là. Eh, Et bien, un jeune homme. Mais, eh, pour cette occasion, Ouais. à propos des étoiles, ouais. j'attendais un cadeau. Je savais que ma famille allait me faire un cadeau. Ouais. Je ne savais pas lequel, Ouais. mais c'est là et c'était vraiment trop grand. Ouais. On m'a apporté un coffret comme ça, figurez-vous, avec Ouais. des numéros, des voies lactées. Et qu'est-ce qu'il y a? On m'a fait cadeau d'une étoile, figurez-vous. Il y a une étoile qui porte mon nom, José Todaro, et il y a un numéro. Je n'ai pas apporté. Oui, à propos. Alors, de temps en temps, Mais- je regarde les étoiles. Et vous êtes vous-même une étoile. je Et me vous êtes demande- vous-même une Je étoile. me demande quand Ouais. est-ce que j'irai. Ouais. Il faudrait que je prévoie Oh, ce le, cadeau. plus long- le plus longtemps possible. Hein. Dites-moi, vous parliez justement de famille, parce que c'est vrai que la famille, pour vous, c'est très important. Parce que la famille, ça donne des cadeaux, c'est vrai, de temps en temps, enfin, lorsqu'ils sont, important. généreux. Mais la famille, pour vous, c'est encore plus que ça, parce que d'abord, c'est une famille d'artistes, on peut le dire. Alors, la famille d'artistes, Il y a c'est d'abord, venu après. Figurez-vous, Christian, que la famille, évidemment, c'était très important pour moi parce que, alors, je suis né en Libye. Oui, bah ça, on va reprendre. Mais juste Je vais la vous dire, famille. Juste oui. ça. Oui. Juste ça. Oui. Ma famille m'a fait exister parce que c'était mes premières fans. Mhm. J'avais 9 mois, on me mettait debout, à 9 mois déjà, et on me faisait danser sur la table. Alors, toute ma famille était toujours autour de moi. Et alors, à chaque fois, commence au fur et à comme ça. mesure que je grandissais, j'étais le plus beau, j'étais le plus intelligent, j'étais le plus, n'est-ce pas, le plus près de la société. Et on me faisait chanter. Donc, bien sûr que ma famille, déjà, là, c'était très important. Et par la suite, ils m'ont suivi. On a fait, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a plein d'artistes dans ma famille. Il y a mon frère Carlo Di déjà Angelo le qui frère. fait une très belle Voilà. carrière. Voilà. Il y a mon neveu qui s'appelle Todaro aussi, Fabrizio Todaro, qui fait une très belle Très carrière. belle carrière. Et qui est programmé pour venir sur Paris en février prochain. Mhm. Pour Les Misérables. Il va avoir un très grand rôle, Fabrizio Todaro. Et puis, il y a aussi ma fille. Alors là, c'est ma fierté, voilà. la fierté La du fille. papa, La fille. la fierté La de fille- quelqu'un qui vraiment, après ça, qu'est-ce qu'on attend dans la vie? Je crois qu'on peut mourir tranquille. Où est-ce qu'elle habite, votre fille? À Ma fille Miami? est à Miami, est en Floride. Ouais. Elle était metteur en scène, chanteuse, pianiste, chef d'orchestre et aujourd'hui, Ouais. j'ai le bonheur de Directrice. pouvoir annoncer qu'elle est directrice des 2 grands opéras à Miami et Ouais. à Port
Fort Dardel. Et lorsqu'on Fort regarde Lauderdale. votre fille, permettez-moi de vous dire qu'elle est très très belle. Magnifique. Magnifique. Rosemary, c'est vraiment ma fierté. Una diva. Ma fille qui me donne tant de satisfaction, je ne m'attendais pas. Ouais. Mais je suis toujours surpris dans ma vie. J'ai eu que des surprises agréables. Surtout aujourd'hui que je retourne dans mon pays, je vois les jeunes là qui jouent au ballon et les gens qui chantent dessous de l'ambiance. Je me dis, celui-là, c'était moi. Et je ne comprends pas. C'est très émouvant parce que la carrière que j'ai faite, ce n'est pas moi qui l'a fait. La carrière s'est faite tout seul, inattendu. Comme je pourrais vous parler des plus grands de ce monde, du monde lyrique, et ça m'émue et en même temps, ça me donne des frissons. Parce que quand je pense que j'ai eu la chance de chanter avec la direction de Karajan, quand je pense que j'ai connu le début de Pavarotti, Mais on va en parler de tout et ça. que par hein, la José. suite, on a chanté à l'Opéra de Paris, parce que on parlera plus tard, si tu veux, bien sûr. Et resté 11 années à l'Opéra de Paris, on a connu les plus grands du monde, parce que l'Opéra de Paris n'impliquait pas. Mais pour revenir à votre fille, José, c'est ça votre fierté quand même, parce qu'elle dirige actuellement 2 opéras, et je crois que c'est la première à diriger 2 opéras en Amérique, on peut le dire. Hein. Et il faut dire qu'elle est nommée la plus jeune directrice ça. des Voilà. grands opéras Eh oui. en Amérique. C'est quand C'est quand même, même extraordinaire. c'est quand même pas rien. Je le dis avec modestie, je voudrais presque mais- pas le dire, parce que c'est extraordinaire ce qui m'arrive. Grande fierté. Voilà. Et Ah que oui. ma Alors fille, vous savez, José, on voit votre fille qui ressemble étrangement à votre femme, malheureusement disparue. Hein. Oui, Et- ma femme que j'ai eu le bonheur de la connaître en Roumanie. Et je suis allé pour chanter la Traviata, Rigoletto et la Bohème. Et j'ai connu cette jeune fille qui venait de sortir du conservatoire, où elle avait voilà. tous les diplômes, et qui m'a demandé si je pouvais la recommander ici en Europe, hein, en France. Et je parlais avec le directeur de l'Opéra de la Monnaie de Bruxelles qui l'a engagée. Il ne pensait pas, moi je ne la connaissais pas. Je ne l'avais jamais entendu, mais je parlais tellement de bien qu'ils ont voulu l'entendre. Et c'était une mezzo-soprano. Moi, je ne savais pas qu'elle était mezzo-soprano. Et ils n'avaient pas besoin de mezzo-soprano parce qu'ils en avaient 3. Mais après qu'ils l'ont entendu, ils l'ont engagé. Et par chance, le directeur a pensé de programmer une une Carmen avec des artistes qui avaient l'âge du rôle. À l'époque, moi, j'avais 27 ans, 26, oui, elle avait 23 ans. Donc, c'était la plus jeune Carmen de l'histoire de Carmen. Tous les journaux ont parlé de ça. Et c'est là que j'ai compris qu'il pouvait être ma femme. Elle a compris aussi. Et voilà, ça commence toujours comme ça. Une belle histoire Et à la d'amour. suite, à la fin de la série de Carmen, qu'on a fait 12 Carmen, mais 6 mois de répétition, moi pas, elle aussi a répété pendant 6 mois, eh bien, on s'est mariés. On s'est mariés en Et France. c'était une belle entouré histoire de la d'amour. famille. Hein, c'était une belle histoire Et j'ai eu d'amour. beaucoup de chance. Voilà, ouais. Là encore c'est quelque chose qui m'est arrivé, que je l'espérais, que j'ai prié. Mais tout ça n'arrive pas, vous savez, comme ça, facilement. Il arrive ces choses-là avec la concentration, avec la prière, avec la volonté, avec être sérieux dans la vie. Moi, je pense que si je me sens arrivé, toutes ces choses-là, c'est parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Tout ce qu'il fallait pour ne faire. pas décevoir personne, ni Bien les sûr. amis, ni la famille, ni Ouais. le public. Et surtout pas le Voilà. public. On a un petit cadeau pour vous. Votre fille, justement, on l'a vue en photo, mais elle nous a envoyé une petite carte postale, mais à sa façon. Voilà. Regardez plutôt. Avec plaisir. C'est sur Armada.
On applaudit. Superbe. Magnifique. Et il en est fier de sa fille, José. Hein. Oui, au point que je me demande si ces choses-là sont arrivées vraiment à moi. Mais je ne sais pas, c'est arrivé à José Todaro. Pas moi, je suis de l'autre côté maintenant. Vous n'êtes plus José Todaro? Non, par moment, je ne sais pas si c'était moi qui a fait vraiment ce parcours. J'en parle avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de reconnaissance à Dieu aussi, il faut le dire, parce qu'il a toujours été à côté de moi. Oui, il m'a toujours guidé. Ce petit José Todaro, on imagine le petit José Todaro en Sicile chantant comme ça dans les rues, sur les tables, durant les mariages. Voilà, on l'applaudit, c'est formidable. Mais c'était pas, pour moi, c'était pas une exception, mon cher Christian. Non, tout le monde chante là-bas, oui, je sais. Oui, mais oui, enfin, tout le monde chante, je veux bien l'entendre. Mais enfin, oui, on peut dire quand même que quelquefois on chante mieux. Certaines personnes chantent plus que d'autres. Mais on peut le dire quand même. Figurez-vous que même on se promenait dans la rue aujourd'hui, je ne sais pas comme ils font. S'ils chantent encore sous les lampions comme à l'époque quand je chantais moi, mais je peux vous dire que en se promenant dans la rue, on entendait des ouvriers qui travaillaient dans les bâtiments et chantaient des airs. Pour moi, c'était tous des chansons napolitaines. Non. Après, avec le temps, j'ai compris qu'ils chantaient le Trouvère, la Tosca, la Traviata, il Rigoletto. C'était le rock and roll de l'époque, cet opéra. Aujourd'hui, je ne sais pas si... Alors après la Sicile, votre enfance, vous arrivez en France, en fait. Hein, voilà. Alors, après ça, que je suis parti de la Sicile, pas avec joie. J'ai beaucoup pleuré parce que j'ai laissé mon pays, ma famille et toutes ces choses-là. Et aussi des rêves, parce que je pensais pouvoir étudier. Et même comme il y avait beaucoup d'injustice là-bas, je voulais étudier le droit. Mais à un moment donné, ce n'a pas été possible. Je suis d'une famille nombreuse, il fallait beaucoup se déplacer, il fallait de l'argent, je n'ai pas pu. Alors, je pensais de venir travailler en France parce que mes frères étaient déjà ici et beaucoup du monde rêvait de la France. Et moi, j'étais un de celui-là. En effet, on arrive en France, 3 jours après, mon frère m'a trouvé le travail. Il cherchait un électricien. On imagine. Il cherchait un électricien et je lui ai dit, dis-lui que tu l'as trouvé. Ah oui. Vous avez fait sauter les plombs alors un électricien spécialiste. J'ai dit, oui, dis-lui que tu l'as trouvé. En effet, on m'a fait faire un examen. Est-ce que vous faites toujours du bricolage aujourd'hui parce que vous avez une... Je bricole, mon cher Christian. Vous bricolez, c'est vrai? Je bricole toujours. Et vous chantez en bricolant? Ça ne m'est pas arrivé, mais si je dois donner des conseils, quelquefois, je dis aux gens, non, il ne faut pas toucher l'électricité comme ça, il faut la toucher comme ça. Non, ici, l'éclairage, il faut toucher comme ça. Oui, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Mais ça, comme tout le monde. Donc, vous arrivez en France, vous avez votre travail, puis vous commencez des concours, à passer des concours. Et c'est ça, mon cher Christian, parce qu'après, à la fin de chaque heure de travail, le nombre de travail, il y avait des amis qui jouaient la guitare et tout ça, on chantait tous. Et il y avait la radio Crochet qui passait par là, c'était en Moselle. Et mes copains ont dit, il y a un concours à faire. Ils disent, tu veux pas aller? Si, on y va. J'étais toujours tout prêt. On est parti, un groupe de 6 personnes, 6 copains. On arrive c'était le cirque Radio Clocher. On arrive là, ils ont dit non. Parce qu'ils avaient choisi déjà 3 personnes, on ne veut rien. Mes copains se sont mis à crier, ils disent, mais entendez-le d'abord, et puis vous verrez si vous pouvez l'entendre. Alors, ils étaient tous siciliens. On m'a écouté, puis on m'a accepté le soir pour chanter. Et c'est moi qui ai gagné le premier prix. Et en parlant de casting, justement, d'audition, vous avez une petite anecdote par rapport à un chanteur. Alors ça, c'était justement à la suite de ça, parce qu'on voulait faire des disques avec moi. Je disais, non, des disques, je vais d'abord apprendre à chanter. On ne peut pas faire une carrière sans avoir des notions de chant. Chez nous, on n'avait jamais entendu un chanteur d'opéra. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était la voix libre, qu'on pouvait chanter sans micro. Je ne savais pas. Moi, j'entendais toujours des gens avec les micros. Alors, pour ça, quand je me suis inscrit au conservatoire, je me suis dit, mais je vais voir qui sont les chanteurs qui projettent un avenir. Je me suis intéressé et j'ai vu qu'à Vercelli, en Italie, il y avait un grand concours. J'ai dit à mon professeur, je voudrais participer. Il m'a dit, mais vous venez de rentrer au conservatoire et vous voulez participer à un concours international. Et j'ai expliqué pourquoi. J'ai dit, c'est la seule occasion que je peux entendre des gens qui veulent réussir dans l'avenir. Je me suis inscrit, on demandait 7 airs d'opéra et 2 opéras aussi, mais avec la mise en scène.
J'ai mis tout ça sur la liste, mais je connaissais seulement 3 heures, moi. Parce que je savais qu'une fois que j'avais passé la première éliminatoire, je devais être mis dehors. Mais à cette occasion, j'avais l'occasion d'entendre tous ceux qui participaient. Ah oui. Alors, quand j'entendais dire la mezzo-soprano, ça ne m'intéressait pas. Le ténor, le baryton va chanter, ça ne m'intéressait pas. Mais quand on disait le ténor, alors j'allais dans la salle, et il y avait moi dans la salle, le jury au premier étage, et le pianiste qui accompagnait les chanteurs. Et là, je voyais passer des grands, des petits, des maigres, des gros, des laids, des beaux et des belles, tout ça. Et il y en avait un que j'ai condamné. Il y en avait un que j'ai condamné parce qu'il est arrivé sur scène, il est énorme. Ah oui. Ah, ça commençait mal. Un ténor, pour moi, c'est pas ça. Un ténor, il faut qu'il soit comme vous. Un amoureux. Ah je ne sais pas, à l'époque, peut-être maintenant ça a changé. Enfin, à l'époque, oui. Il fallait qu'il soit un bon garçon. Et lui, il n'avait rien de beau. La seule chose qu'il avait de beau, c'était un costume gris qui brillait, acier, les cheveux noirs, énormes. Je l'ai vu arriver, j'ai dit, celui-là, il va faire exploser le théâtre. Mais non, pas du tout. Quand il a commencé à chanter, una furtiva lagrima, avec une petite voix. En plus, il a oublié les paroles. Mais celui-là, il ne fera jamais rien dans la vie. Jamais rien dans la vie. 30 ans après, 25 ans après, a pété un disque. Il y avait un disque là à l'Opéra de Paris. Je l'avais vu plusieurs fois. Mais quand j'ai vu le disque, j'ai regardé, j'ai vu la photo de lui, de ce gros qui je l'avais complètement condamné. C'était Pavarotti. Pavarotti, voilà. Et c'est incroyable. Mais vous voyez, pour dire, hein, mon cher Bartosz. Et ça m'a servi, mon cher Christian. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand moi j'ai fait partie quelque part du jury dans certains concours, j'encourage les gens à dire ce n'est pas qu'on ne fait pas une carrière simplement avoir le premier prix. On peut faire une énorme carrière sans avoir des prix dans le concours. Et je porte cet exemple de Pavarotti. Et vous avez commencé à chanter l'opéra et on va vous écouter justement dans un extrait au clair. Cela, ça m'a encouragé, mon cher Christian, pour faire la carrière. Au clair de la lune. C'est en français, évidemment. Écoutez, c'est José Todaro. C'est une merveille. Et c'est sur Armada. Au clair de la lune, mon gentil Pierrot, viens-tu sur la dune, vois fleurir son blanc, son ballon, son ballon. Toi que plus coquine, j'aime pauvresse, au clair de la lune, mon gentil Pierrot. De la lune, mon gentil Pierrot, d'où vient ta rancune, tu ne me dis mot, ne dis mot, ne dis mot. Toi que pris copine, j'aime pauvresse, au clair de la lune, mon gentil Pierrot. Au clair de la lune, mon gentil
C'est formidable, hein. Quelle jolie voix. Voilà. mal, Alors, hein. il faut préciser quand même, c'est pas un air d'opéra. Alors, et oui, alors, cette chanson a été écrite pour Enrico Caruso. C'est lui qui l'avait chanté le premier. Et bien, c'est une chanson qu'il faut une voix d'opéra. Il faut une voix d'opéra, Il oui, faut bien une sûr. voix Oui. travaillée parce qu'il y a Parce que des nuances la à technique, respecter. la technique est assez incroyable. C'est Ça, vrai. il y a la Dans les graves, les diction, aigus, vous êtes ténor, vous êtes un vrai ténor. travail. Le Oui, travail. je suis un ténor, C'est c'est une. vrai. Et je suis étonné que. Quel miracle que je peux chanter des choses que chantait Caruso, Mario Del Monaco, Corelli. Mais tout est possible avec vous. Mario Lanza. Ouais. C'est extraordinaire que je puisse arriver à chanter ces choses-là comme eux. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, je ne chante pas. Alors, j'admire. J'ai longtemps chanté Todaro, là, je dis, mais il n'est peut-être pas mal Mais du c'est tout. qui Pas mal du tout, bravo. C'est qui cet artiste? Ben oui, c'est José Todaro. Ben c'est comme ça. Voilà. Alors, vous faites une rencontre assez extraordinaire en parlant opérette, évidemment, durant votre parcours incroyable, artistique. Vous faites connaissance de notre ami. Ah oui, alors, oui, Franck, je vais le nommer. Oui. Et j'étais donc, j'avais commencé ma carrière en étant en tant que chanteur d'opéra, je chantais partout avec le nom Giuseppe Todaro, hein, en italien. Mais j'ai chanté un petit peu partout et en Belgique, un soir à la sortie d'un opéra Roméo et Juliette où j'étais l'interprète principal, je tenais le rôle de Roméo, il y a eu un monsieur qui est rentré que je ne le connaissais pas. Il me dit, monsieur Todaro, il dit, accepterez-vous la présence de monsieur Luis Mariano souhaiterait vous voir. Mariano, moi je l'admirais, c'était un homme qui faisait rêver plusieurs générations. Je l'avais vu dans les films, j'allais en bicyclette pour aller voir les films de Luis Mariano. Et le soir-là, il venait dans ma loge. J'ai dit, qui? Il dit, monsieur Luis Mariano. Mais monsieur, j'étais encore pas habillé, c'était la fin du spectacle. J'attendais que je m'habille. Avant que je terminais de me couvrir, la porte s'ouvre. Monsieur Mariano, j'étais là. Vraiment, c'était extraordinaire cette rencontre. J'avais Dieu devant moi. C'était pas le style que je voulais faire, mais je l'admirais parce qu'il était beau dans le cinéma. C'était une école de chant, d'interprétation. Et à chaque fois, avec mon frère, on prenait les vélos, on allait boire le soir. Bien, et là, je l'avais devant moi. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il venait faire. Il me dit, on est resté 45 minutes à parler. Dans ces 45 minutes, il me disait, monsieur, j'ai vu plusieurs opéras avec vous. Je vous conseille de faire l'opérette. Moi, je dois prendre ma retraite et je vous vois en star au théâtre du Châtelet. Là, il m'a parlé de quelque chose que je n'étais pas tellement sensible à l'opérette, parce que dans le passé, on me présentait l'opérette comme un art mineur. Je disais, alors, là, on est devenu au même niveau. J'avais plus la star devant moi. Là, je parlais de métiers, de professions. J'ai dit, monsieur Mariano, jamais de la vie. Les 45 minutes, c'est resté avec un refus. Il a voulu savoir pourquoi. J'ai dit, alors, là, il y a trois choses, j'ai dit, qui me viennent à la tête. La première, c'est que la star, c'est vous. La deuxième, c'est que vous vouliez faire l'opéra. Vous avez touché l'opérette. On ne vous donne jamais plus l'occasion de chanter l'opéra. Moi, je suis dans l'opéra, je continue à chanter, j'ai la chance de pouvoir voyager dans le monde entier. Et puis, pourquoi j'ai fait l'opérette? Pour avoir un calendrier plein? Je vais vous montrer mon calendrier. Je me suis retourné, j'ai pris mon calendrier et j'ai montré. Ouais. Et j'avais le calendrier plein. Donc c'était Il m'a refus. dit une chose qui était très belle. Excuse-moi, Christine. Il m'a dit une chose très belle. Il dit, vous savez, moi, je n'ai jamais voulu être chanteur d'opéra. Je voulais à 30 ans être une vedette. Si je n'étais pas une vedette à 30 ans, j'aurais abandonné mon métier. J'ai trouvé Francis Lopez, ça fait une opérette, ça marchait bien. Vous savez, nous sommes pas des grandes voix pour l'opéra, nous sommes des voix de qualité. Le public a besoin de ça. La facilité dans la voix, la technique, toutes ces choses-là. Le public a besoin de voix, d'entendre de larges voix. Nous ne faisons pas partie de cette famille. Jamais je voulais faire l'opéra. Vous savez, il vaut mieux être roi dans une petite nation qu'être un valet dans une grande nation. Mais moi, j'étais chanteur d'opéra, je considérais que ma carrière commençait très bien, j'avais déjà 32 opéras à mon répertoire, et c'était un refus total. J'ai dit, monsieur Mariano, jamais je vais faire l'opéra. Mais il se trouve qu'il est décédé un an après. Alors toute l'équipe est venue vers moi.
Francis Lopez m'invite pour aller écouter. Il paraît qu'il avait fait une opérette pour moi. Je suis allé pas pour écouter l'opérette, je suis allé pour voir comment vivait Francis Lopez, parce que c'était un homme qui paraît qu'il avait réussi beaucoup de chanteurs, qui était un homme très célèbre, qui avait fait peut-être 80 opérettes. Je me suis dit, je vais voir comment il habite, où il habite. Il m'a reçu comme un roi, que j'avais pas l'habitude d'être reçu comme un roi. Il me prenait la chaise pour m'asseoir. Bon. Et il s'est mis au piano et il m'a fait écouter de la musique qui s'appelait Gypsy. Vraiment belle. Et à un moment donné, il m'a fait entendre une chanson d'amour de toute beauté. Et puis il me demande mon avis. Il m'a dit, vous savez, à ce moment-là, on peut mettre cet accord ou bien on peut mettre cet accord. Mais n'importe, il a essayé de me changer des accords. Et tout, c'était très belle. J'avais l'embarras de choix. Mais pour me débarrasser, j'ai dit, je préfère ça. Parce que pour moi, c'était un oui, mais quelconque. Eh bien, figurez-vous qu'après avoir été resté à peu près 1h30 chez lui, j'ai vu l'habiter, j'ai vu sa femme était très belle. Je l'ai vu aussi, ça, il faut le dire. Angela Lopez, très bien habillée, qui m'a reçu chaleureusement. À la fin, on est descendu, il m'a accompagné jusqu'à la fin, et j'avais dit que je ferais les 12 représentations qui étaient prévues à l'Opéra de Lille. J'ai dit oui, 12 représentations, je peux les faire. Et après ces 12 représentations, qui étaient un très grand succès, tous les journaux parlaient de la découverte de Francis Lopez, de nouveaux ténors et tout ça. Je me voyais en photo, j'étais beaucoup plus beau qu'en présence. Je me suis dit, là, ça change un petit peu les choses. Le Châtelet était en perte de vitesse. À la mort de Mariano, le Châtelet était foutu. On voulait en faire un parking. On voulait faire un parking. Et alors, il s'est renseigné, il paraît qu'on pouvait faire 30 représentations. Il m'a demandé si je pouvais accepter. J'ai dit oui, mais qui sera le directeur? Il dit, si vous acceptez, je prendrai la direction du Châtelet. J'ai dit, d'accord, on joue le jeu. Mais je me change le nom, parce qu'on me connaît dans l'opéra comme Giuseppe Todaro. Si je touche l'opérette avec Giuseppe Todaro, ils vont me fermer toutes les portes. Je me suis fait appeler José Todaro pour une trentaine de représentations. Le fait est que ces trentaine de représentations, ça a duré 3 saisons, tous les jours. 3 saisons. On a dépassé les 1000 spectacles. Et José Todaro, après, on me demandait pour faire une tournée. J'ai fait la tournée, 2 ans et demi de tournée. Et entre-temps, il m'a écrit une autre opérette. Et vous avez sauvé le Châtelet. C'est surtout ça qu'il faut dire. Avec cette chanson Gypsy, on va l'écouter, c'est maintenant sur Armada. Oui, Gypsy. Gypsy. Dansez toujours, tu chantes au fil des jours, hey, la joie des vivre et de l'amour. Gypsy, c'est une fille à moitié nue. Gypsy, c'est un garçon qu'elle a connu. La fille chevelée, hey, on sautez-les, hey, dansez toujours, tu chantes au fil des jours, hey, la joie des vivre et de l'amour. Bye, 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 ticara, dansez, dansez pour moi, le violon ticare devient infernal. Bye, 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 ticara, dansez, dansez pour moi, le violon ticare mène le pas.
José Todaro, incroyable José Todaro. Ah, il est formidable. Elle est formidable. Non, mais c'est vrai. Parce que vous, José Todaro, c'était l'opérette, évidemment. C'est l'opéra aussi, voilà. Combien de scènes incroyables, des milliers de scènes durant toute votre carrière. Vous avez voyagé dans tous les pays, c'est vrai aussi. Hein. Voilà. Vous êtes calculé, mon cher Christian. Ce que je peux vous dire, c'est que dans chaque pays où j'allais, j'ai trouvé la même ambiance. Ah oui. Alors souvent, on me demande dans quel opéra vous avez trouvé une ambiance beaucoup plus chaleureuse que les autres. Oui, voilà une bonne question. C'est ça votre question, n'est-ce pas? On me oui. demande ça. C'est ça. Bien, justement, c'est ça. Je trouve que vous êtes parfait comme assistant. Non, mais l'ambiance était toujours la même. Oui. J'arrivais, toujours soucieux d'être en forme. Hein, et puis, une répétition. Le soir, c'était notre entrée sur scène. J'étais déjà bien préparé. Et j'avais toujours le même public. Le public qui avait payé l'entrée pour entendre un opéra et que le chanteur devait être, le ténor était toujours visé. Eh bien, il fallait être en forme. On n'avait pas le droit de tomber malade, on n'avait pas le droit de décevoir le public. Et alors, à la fin, ça se terminait avec des applaudissements, des saluts et tout ça, et à la sortie, des gens qui demandaient l'autographe. Toute la vie était la même chose. Et de ce côté-là, c'était un petit peu monotone. Ce qui, aujourd'hui, je vis beaucoup parce que je me rends compte, est-ce que j'ai chanté pour le public ou bien j'ai chanté pour les compositeurs, pour ne pas décevoir l'écriture des grands maîtres. Peut-être pour les deux. Et je crois que j'avais envie de plaire. C'est comme un boulanger quand il fait du bon pain. Il dit, voilà, ou un chocolatier pour faire du bon chocolat. Je vous donne du bon chocolat. On va en parler bientôt. Et puis, voilà, c'est de la séduction. Et tout ça. C'est la séduction. Moi, j'avais un devoir d'être bien. De ne pas décevoir mes collègues qui étaient avec moi, de ne pas décevoir les grands amateurs de l'opéra, de ne pas décevoir le chef d'orchestre parce qu'il avait 120 musiciens devant lui, il fallait qu'on soit tous d'accord, hein, tous en mesure. Donc mon souci, c'était de travailler et respecter la partition qu'on me chargeait de faire. Mais ça un répertoire quand même que j'ai eu à peu près une cinquantaine ou soixantaine d'opéras. Combien de théâtres j'ai fait, je ne l'ai pas compté. Combien de public j'ai pu rencontrer, je ne sais pas. Est-ce que j'ai chanté pour le public? Je crois, mon cher Christian, que j'ai chanté simplement pour faire mon travail propre. Et pour avoir cette voix magnifique, qu'est-ce que vous mangez ou ne mangez pas? Non, mais... Pour les cordes vocales. Non, mais pour les cordes vocales... Alors, je vais vous dire, on mangeait de tout. Seulement, il fallait être limité. Savoir, n'est-ce pas, la quantité, savoir... La voix est quelque chose de très délicat. Ils sont très fragiles, ils sont petits, mais en même temps, ils sont costauds. Mais ils sont costauds à condition qu'on les respecte. Ouais. Est-ce que l'opéra se porte bien au jour d'aujourd'hui? L'opéra se porte bien parce qu'on ne fait que ça, parler de la grande musique. Mais quand je vous dis qu'à l'époque, c'était le rock, le rock and roll d'un public, bon, je ne vois pas pourquoi on fait... Bien sûr, il mérite d'être respecté, mais n'importe quel art musical a sa place. Il y a quelquefois des mises en scène dans certains opéras c'est très contemporain. Quelquefois, on voit chanter des ténors en jean. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors, je pense que le public nouveau qui va voir un spectacle d'opéra avec une mise en scène actuelle le trouve très bien. Mais parce qu'ils n'ont pas vu les mises en scène d'avant. Par contre, la génération d'avant, qui ont vu des beaux opéras avec des mises en scène extraordinaires, créées par des grands maîtres, ils sont déçus. Quand ils vont à l'opéra, ils sont très tristes de voir un changement pareil, que pour eux, ça ne veut rien dire tout ce qu'on présente aujourd'hui. Je suis désolé de le dire. Et moi, je suis plutôt aussi pour les opéras traditionnels, les mises en scène avec des chanteurs qui donnent tout leur cœur sur scène, alors qu'aujourd'hui, les chefs d'orchestre, ils veulent que tout le monde chante pareil. Moi, je voyais les spectacles avec Mario del Monaco, avec des chanteuses, par exemple, Aïda, qui se donnait... Mais c'était la guerre sur scène, c'était fabuleux. On vibrait sur scène. Quand ils lançaient des notes, on était suspendu comme ça. Aujourd'hui, on est là, on écoute, et puis on trouve que c'est bon. Et le public applaudit. José,
On va voir un dernier extrait avec vous, enfin avant-dernier parce qu'on en verra à la fin de l'émission, mais avec votre femme, parce que vous avez été très très proche, elle était professeure également, professeure de chant. Moi j'ai très bien connu une dame incroyable, une générosité sans limite et un talent sans frontières. Et vous, je trouvais que c'était, vous avez été un duo vraiment, il y avait une complicité entre vous et c'est la musique qui était votre lien. Merci mon cher Christian de parler de mon épouse. En effet, j'ai rencontré un être exceptionnel et tout ça, ce n'est pas venu non plus aussi parce que on a fait une rencontre par hasard. Non, cette femme est venue dans ma vie parce qu'elle était préparée certainement depuis mon enfance, que j'ai prié beaucoup et m'a aidé beaucoup. Voilà. Si vous le permettez, on va écouter un duo où vous êtes justement avec Merci, elle. Christian, merci, voilà. Avec plaisir. On pense très fort à elle. D'amour. Émouvant. Avoir rencontré Marie-Hélène, c'était pour moi une bénédiction, mon cher Christian. Ouais. Toute ma vie, j'ai vécu dans la sérénité, dans le professionnalisme, comme je vais dire, dans le plaisir de rencontrer des gens qui étaient souriants, contents de me rencontrer. C'était un bonheur grand. Aujourd'hui, je suis de l'autre côté du plateau et je suis comme un observateur. Je suis un observateur heureux. Heureux parce que je peux dire que c'est vrai que je n'ai pas vécu. J'avais condamné chanteur d'opéra, surtout ténor, et qu'on est visé. On n'a pas le droit de tomber malade. Et on n'a pas, parce qu'on signe le contrat 3 ans, 4 ans. Incroyable aussi. On signe le contrat 3 ans, 4 ans avant. Il y a une date à respecter. Et on ne peut pas la manquer. Alors, il faut faire attention. Je ne me suis privé de rien dans la vie. Mais, par exemple, du chocolat, mon cher Willy, j'ai écoutez, vous êtes faire très attention. Pas parce que le chocolat n'est pas bon. Il est très bon, justement parce qu'il est très bon, il faut faire attention. Et quand on en mange beaucoup,
Et on risque d'avoir des fois mal au foie. Et justement, Et là, ça donne des clairs dans les cordes vocales. Oui, et pas de Et ceux qui chocolat. chantent pas, ils peuvent manger tout le chocolat qu'ils veulent, surtout le vôtre, parce qu'il est très bon. Mais il faut faire attention quand on est chanteur et on ne peut pas se permettre cette liberté. José, en plus, le chocolat, c'est très bon. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a du magnésium dans le chocolat. C'est ça. Oui, Hein, voilà. non, ça donne Est-ce de que vous êtes l'énergie. gourmand? Est-ce que vous êtes gourmand? Vous êtes Très. gourmand comme tous les. Très, Voilà. très. Alors, Mon frère, non, il est chanteur et lui, il ne mange pas de Alors, vous chocolat. savez, Nadine, c'est ma chroniqueuse, amie, journaliste extraordinaire. Et j'ai la grande chance de l'avoir parce que à chaque émission, on reçoit des maîtres chocolatiers, des grands chefs, alors Fromagers, voilà, des boulangers. fromagers, des boulangers, Pâtissiers. des pâtissiers, tout ce que vous voulez. Donc, dans notre émission Armada, chers amis, on parle beaucoup, on découvre des artistes et puis on reçoit des grosses vedettes comme ce matin, mais on déguste. Alors évidemment, vous, il y a que nous qui pouvons dire si c'est bon ou pas bon. Mais je suis persuadé que c'est excellent parce que Nadine Rhode invite toujours des gens extraordinaires. Alors, parlez-nous, ma chère Nadine, de nos chocolatiers. Eh bien, je vais vous parler de Camayos, le chocolat bon de l'intérieur. C'est un projet solidaire mariant humanisme et chocolat. Donc aujourd'hui, il y a une histoire, une équipe, Willy Ferrier et Fabrice Petit-Genet. J'aimerais qu'on les applaudisse pour leur travail et les motivations de leur travail. Alors, Willy Ferrier, c'est un maître chocolatier, professeur à l'Institut Paul Bocuse de Lyon. Et c'est un artisan qui est réputé pour sa créativité et son exigence pour les produits de haute qualité, parce qu'il va transformer et valoriser la production des agricultures d'Ayos. Et nous avons Fabrice Petit-Genet, alors qui a un parcours et une corpulence de rugbyman, vous le voyez. Oui, c'est vrai. C'est un homme passionné, un citoyen du monde, un grand voyageur qui est soucieux de transmettre ses valeurs de partage et de solidarité au service de la région d'Ayos et de ses habitants. Ils vont nous expliquer pourquoi, avant que je parle de chocolat, quelle était leur motivation pour ce projet solidaire qui marche, qui fonctionne depuis un certain temps d'ailleurs. Donc nous allons écouter Fabrice Petit-Genet qui va nous parler de ce projet, cette solidarité. Pourquoi cette région du Cameroun? Oui, effectivement, le chocolat, c'est une forme d'art aussi. Et donc, en fait, nous, on a créé ce projet Camayos, donc Cam Cameroun, et Ayos, c'est le village de ma femme. Donc, on a démarré on cherchait à valoriser son village et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer les conditions de vie de cette population qui était vraiment enclavée en pleine brousse, à l'est de Yaoundé, avec pas d'eau, pas d'électricité, pas de route pour y aller. Et ben, nous, on a vu qu'il y avait des cacaos qui étaient à l'abandon, des colons allemands. Donc on a essayé de les remettre en route pour vendre des fèves de cacao en France, bien naïvement. Très peu de chocolatiers transformer la fève de cacao. D'où la rencontre un peu improbable avec Willy au Salon du Chocolat à Lyon. Adhéré au projet et on s'est associé pour fabriquer du chocolat à partir de ces fèves-là, dans un but de développer le village de ma femme. C'était vraiment qu'une petite association. On ne pensait pas que ça allait avoir tout ce succès-là. On est aussi une entreprise qui va pour essayer de mener des projets encore un peu plus gros, notamment un dispensaire qu'on a démarré en août l'année dernière. Fabrice, excusez-moi, vous avez commencé avec le chocolat ici, peut-être grâce au climat d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Avant, ce n'était pas possible. Non, on a commencé au Cameroun. C'est au Cameroun, hein. C'est au Cameroun. Au Cameroun. Oui, c'est au Cameroun. Après, on a transformé ici, oui. Parce que les implantations, si j'ai bien compris, c'est bien ici en France? Non. Non. Alors ce sont des plantations de cacaoyers Les cacaoyers au sont Cameroun. toujours au Cameroun. Ouais. D'accord. au Cameroun. Et donc, Willy, toi, tu as un parcours assez atypique également. On se connaît depuis de nombreuses années. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous parler de la culture du cacao qui respecte la biodiversité de notre planète et comment vous faites pour choisir des bons cacaos? Bon, alors déjà, oui, les cacaoyers par nature doivent à l'ombre des grands arbres
Et c'est vrai que quand Fabrice a vu ces cacaoyers qui étaient plus ou moins laissés à l'abandon, ils se sont débrouillés tout seuls pendant de nombreuses années. Donc, c'est des arbres qui sont résistants naturellement par leur propre sélection. On entend beaucoup parler d'ailleurs à l'heure actuelle entre les parasites, les maladies et compagnie. Donc, lui, naturellement, il a remis en route des cacaoyers qui étaient, on va dire, des super cacaoyers ultra résistants, mais dont la sélection naturelle a fait le boulot pendant de nombreuses années. Donc, les cacaoyers ne sont pas faits pour faire de la culture intensive. C'est pas fait pour, c'est pas des arbres qui doivent être cultivés en ayant rasé tous les autres arbres. Alors on dit que associé au bananier en période sèche, il va se mêler les racines à celui-ci pour récupérer l'eau. Est-ce que c'est exact? Que seul le bananier peut aller chercher en profondeur au moment de la plantation. Ouais. Au moment de la plantation. Tout à fait. Les arbres s'entraident et c'est pour ça que les arbres ne peuvent pas rester une seule essence sur un terrain tout seul. C'est juste pas possible. Donc, comme les humains. Alors copions nous aussi la nature et soyons solidaires. En fait, les arbres sont sociales et ce que l'être humain devrait être aussi. Voilà. Alors aujourd'hui, donc je suis venue avec des cabosses sèches. Cabosse. Vous voyez, je ne sais pas si on les voit à l'écran. Cabosses sèches. Oui, si on les voit. Voilà. Ouais, les cabosses, des fruits qui ont la même couleur un peu que la mangue. Ça peut être vert, rose, rouge, jaune et orange. Voilà, voici Alors, les cabosses, c'est bon. Zoom pas trop, sinon je vais faire peur. Ça dépend. Mais non, enfin. Amis du jour, bonjour. Non, bon, une cabosse sèche. Donc, à l'intérieur, vous avez... On va appeler Nadine Goldvador. Hein. Goldvador, voilà, tout à fait. Et à l'intérieur, vous avez des fèves de cacao. Alors, vous voyez les fèves. Dans la cabosse, il y a énormément de pépins que l'on appelle fèves de cacao, mais c'est vraiment les rempli pépins de du pépins. fruit. C'est les pépins du fruit. Les fèves. Il y a un fruit très fin qui ressemble un peu à la membrane du litchi, qui a d'ailleurs un peu le même goût, qui s'appelle le mucilage. Mais finalement, il y en a très très peu et il y a vraiment beaucoup de pépins, donc les fameuses fèves de cacao. D'ailleurs, les grands chefs cuisiniers cuisinent avec le mucilage également. De plus en plus, en effet. C'est la mode en ce moment. Donc ça, c'était les fèves. Et après, vous avez le gruet ou nibs. Voilà, donc le gruet, c'est tout simplement les fèves que l'on a concassées et torréfiées avant, ouais. Et le nibs, c'est un peu le même mot, mais qui est un peu plus employé chez les professionnels. Puis le beurre de cacao. Donc cette huile, c'est l'huile de la fève de cacao, c'est blanc. Le beurre de cacao avec lequel nous faisons du chocolat blanc, puisque le chocolat blanc, c'est principalement du beurre de cacao, n'est-ce pas Willy? Il y a en effet le chocolat blanc, il n'y a pas la partie marron de la fève, mais il faut déjà dire ce qu'est le beurre de cacao. Pour la plupart, les gens comprennent mal ce que c'est. Si on l'avait appelé huile de cacao, les gens auraient tout de suite compris. C'est exactement comme l'huile d'olive. Ou l'huile d'amande. Il suffit de presser les fèves de cacao. Ça fait donc une huile liquide qui, à température ambiante, se solidifie. C'est pour ça que ça s'appelle beurre. Et oui, la particularité de Camayos, donc, c'est déjà de travailler à partir de la fève, mais on est aussi de très rares chocolatiers à fabriquer aussi notre propre beurre de cacao. Alors tout ça, ça donne évidemment du chocolat. Voilà. Et ça donne faim. Nous, c'est surtout ce qui nous intéresse. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses, la dégustation. Parce que je vois José Tenaro qui regarde. C'était Il ne faut pas qu'il en mange trop, José. C'était une manière d'introduire de la fève à la tablette, car comme vous le savez, les tablettes ne poussent pas sur les arbres. Donc c'était une manière d'approcher notre sujet. Donc en chocolat. Qui vous dit chocolat, vous pensez gourmandise, magnésium, c'est très bon pour la santé, tu as raison. Il existe donc le chocolat noir, le chocolat au lait, que Christian apprécie particulièrement, le chocolat blond,
qui s'appelle d'ailleurs la blondinette chez Camayos. Ça vous va merveille. On a choisi Nadine pour nous représenter. Nadinette, dit la blondinette. Nous avons 2 tablettes à table, hein, là. Tablette de chocolat, oui. Il y a un fou succès. Un d'ailleurs. chocolat blond. Donc le chocolat blond, comme son nom l'indique, il est clair. Je le sors du paquet. Vous voyez la couleur du chocolat c'est blond. sympa, oui. Ouais, Il a une couleur caramel. Alors qu'y a-t-il dans ce chocolat blond avant qu'on déguste? Oui. Oui. Il y a bien sûr le beurre de cacao qui va générer quasiment tout dans un chocolat, le cassant, le croquant, le fondant. Il y a le sucre parce qu'on a une confiserie gourmande et puis la partie lactée qui sera caramélisée pour avoir ce goût et cette couleur. Voilà. Très bien. Donc Christian, Tout le monde prends-toi un va petit goûter bout, mais je vais maintenant. aussi le passer de ce côté-là. Voilà. Jeune homme, servez-vous et dites-moi vos impressions Alors là, je peux monter sur... José, Allez, croquer de la blonde. Non, mais vous chantez plus Entouré maintenant, de c'est 2 fini. blondes. Alors, qu'est-ce que Croquer de la blonde, casser un morceau de chocolat pour goûter. Un petit morceau, il me donne un Le petit chocolat morceau. blond Moi, qui Camayos. j'attends depuis longtemps. Non mais vous Dis cassez la un petit blondinette. morceau, mais le petit morceau vous le donnez, José. Vous gardez le gros. C'est bon. Délicieux. Trop tard. Faut appeler- Alors, moi, je vous propose une petite Je peux aller à la coupelle. maison. Voilà. En forme de Derrière cabosse. aussi à Monsieur Struck. Vous en avez eu? Non. Voilà. On partage avec le public parce que ici, derrière, nous avons un slogan sur Talent en Liberté, vivre c'est partager. Donc plus on partage, mieux c'est. Partageons. Donc est-ce Quand que elle vous lui pouvez T'es en forme. est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions de Délicieux. de C'est goût? Tu as délicieux. goûté? Tu as pas C'est goûté? délicieux. C'est très bon. Mais il va y en goûter. Mais si je peux me permettre de poser une question, est-ce que le chocolat Elle est blanc, avalée. c'est une, Allez, tiens. une tendance Allons-y. très actuelle où il y a une demande plus particulière Voilà. aujourd'hui? C'est Alors- vrai qu'il y a une demande de plus en plus forte dans ce qu'on appelle la gourmandise, c'est-à-dire le simple fait de se faire plaisir dans un plaisir sucré. C'est délicieux. Voilà. Or, vous avez remarqué, c'est quand même un petit peu sucré ce type de Oui, chocolat. il est sucré, tout à oui. fait. Voilà. Goût de Mais caramel. on a un goût qui est sucré au même dans un parallèle de caramel. Et c'est un peu comme si vous me demandiez de faire une pièce montée sans sucre. Le sucre Oui. de la pièce montée, c'est le caramel. Et le caramel est très 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 à la mode et très apprécié Oui, en c'est ce vrai. moment. Oui, carrément. Si je peux me permettre de poser aussi Oui, une autre oui. question, le chocolat noir intense qui a 75%, enfin 75%, est-ce qu'il y a aussi Il y a des origines, ça, C'est dans le pas 70. encore Voilà, parce la qu'il y a j'en du suis pas fer. là, chocolat. Voilà, il y a du fer. est-ce Alors que- quand on parle de chocolat noir, il est j'y clair suis que- pas encore, hein. Pardon, j'ai- c'est pas grave, c'est parce Courage que- Nadine, Ah ouais. ça dérive. Non, non, j'ai même pas pensé à Je ça. voulais c'est parce passer que par le parfois, chocolat il y au a lait. des petites tablettes qu'on recommande. Le chocolat noir Ouais. reste dans la référence, pas forcément gustative, mais vraiment qualitative et au niveau santé. Hein, ça Voilà, apporte donc- énormément de choses. Il n'y a pas que le magnésium, en effet. Il y a le beaucoup fer. de choses dans le chocolat noir. Le chocolat doit rester comme l'opéra, juste Un plaisir. un plaisir. Comme le Voilà. Donc nous avons du le bonheur. chocolat au lait. Bien parlé. Alors vous pouvez avoir un pourcentage de cacao complètement différent. On a le chocolat au lait 55%. Donc nous avons le chocolat noix de coco et les chocolats noirs. Il existe un chocolat noir pour les professionnels qui travaillent avec, et sinon le commun des mortels qui aime le chocolat noir prend en général du 85%. Ah oui, c'est. Puisque c'est très très bon. Alors nous allons commencer par de la dégustation chocolat au lait, jeu distribué pour gagner du temps. Oui, il faut distribuer. Voilà, allez-y, ouvrez les c'est- tablettes. c'est au lait, oui, Chocolat au lait, Ah, Ça ouais. sur les- oui. 55. Là, il y a un chocolat au lait avec des éclats c'est de bon, hein. cacahuètes. Oh, et le puis cacahuète, hein. José Oh, a ça un se ressent chocolat bien, au hein. lait, donc le 55%. Ouais. Il y a sans écrit cacahuètes. chocolat au lait. Mmh. Si, 55%. Il est vrai que chez nous, En fait, il est assez puissant en cacao. C'est Ouais, il, est, délicieux, il est- hein. il est très rare que les Délicieux. chocolatiers fassent des chocolats au lait au-delà de 50%. Oui, parce qu'après, c'est trois mères, non Bah, c'est une question de De coût, dosage. je ouais. dirais. Mm. Mais là, nous, on a fait le choix de faire un chocolat au lait avec beaucoup de cacao. Oui. On a vraiment Oui, une c'est ça, mixité hein. cacao et lacté. On sent, Voilà. oui. Et il n'est pas très sucré du coup. Non. Et nous avons un chocolat noix de coco. Le Coco Loco, Coco Loco, voilà. le Coco Loco Ça pour les invite à la intimes. danse, à la musique. hein. Coco Loco, moi ça me plaît Alors, ça. tu veux goûter le Coco Loco? Allez, mangeons un peu de Coco Loco, tiens. Et après aussi, il faudra que je fasse goûter à José. Alors, qu'est-ce délicieux. que vous pensez? Oui, délicieux, hein. Oh, Il a une certaine acidité. Beaucoup plus fondant. Oui, mais ça c'est. Il est fondant celui-ci, hein. Oui. Exactement. Très fondant. Et la noix de coco, c'est au Cameroun également. Alors, pas encore, bientôt. Donc, la noix de coco, vous la faites venir d'ailleurs.
Côte d'Ivoire, par exemple, il y a beaucoup de noix de coco. Et maintenant, nous allons passer au chocolat noir. Oui. Alors là, je vais être plus direct. Vous voulez commencer par quoi en chocolat noir? Parce qu'on a du 50... Alors, ça, c'est au lait. Donc, on a du chocolat de ça, c'est partout. le lait pour Christian. C'est terrible, tu le ça inonde gardes. la table. En chocolat noir, nous avons 75% et 85% et 72% en dégustation. Allez. Alors, on va commencer par le 72% chocolat noir au café. Est-ce qu'il y a des amateurs? Qui aime le café? Tiens, Parlez-nous de ce chocolat noir rapidement. Bah, c'est un chocolat noir où le café est intégré. On a encore le grain qui va claquer sous la dent. Donc après, évidemment, il faut aimer le goût café, mais qui est de valeur naturelle et non poussée. Donc ça allie véritablement les deux saveurs qui s'allient très bien. Et le 75%. Il y a le 75% avec les éclats de fèves de cacao qui allie vraiment une puissance de cacao avec la fraîcheur de la fève qui n'a pas été broyée. Et après, notons que de toute façon, Camayos ne fait pas des chocolats qui sont de type amer. Et donc là, même le 85% n'est pas on amer. attaque dans le dur puisqu'on fait du chocolat noir 85%. Oh là, alors là, ça doit être... Vous aimez le chocolat noir? Alors, détrompez-vous, Non. la particularité de nos chocolats noirs, spécialement avec fort Vous cacao, pouvez détacher le micro. Non. Vous pouvez le prendre. en fait, Non, mais je suis allergique à ça. des fermentations qu'on fait dès la récolte, on arrive à enlever beaucoup d'amertume. Donc en fait, même nos chocolats noirs à 85% sont très peu amers. Ouais, il faut. Et puis, il n'y a pas que les tablettes en chocolat. Il y a des sachets chez Camayos. Ce sont des sachets de croquants au chocolat. Alors, il y a du C'est vrai, croquant c'est tout à fait... que j'aime beaucoup. Très peu amer. Non, pas amer, pas du tout. Il est moins sucré, Pas mais bien la pas force du- Il est amer. moins cacao, amer, mais il n'est mais- pas amer du tout. Non, hein. non. Alors là, nous avons des croquants de chocolat blond cacahuète. Alors là, Alors, c'est je un, vous dis c'est un pas. danger, ça. De la c'est drogue. un vrai Alors danger. ça, blond cacahuète, ça fait très mal. C'est C'est délicieux. un peu comme si on mélangeait nos deux jeunes femmes avec de la cacahuète. Voilà. Les cacahuètes viennent du Cameroun également, Et notre production. alors. n'est-ce pas? Ouais, D'accord. Un peu aphrodisiaque. totalement. Et donc c'est du beurre de Totalement. cacao Ouais. avec Surtout des le cacahuètes. chocolat noir. Mm. Ouais. Alors c'est comme les huîtres, très chocolat. bon, Et ici, nous avons des Non. croquants Non. de chocolat noir. Il faut pas Attendez, de sucre. parce qu'il faut qu'on suive. Oui, j'aimerais Des croquants de chocolat noir. Il y a José qui s'emballe. Il y a des- Alors chocolat C'est noir vrai, noisette, le chocolat dégueulas. noir Bon, quand on a normal. compris Voilà. que tout ça est vraiment extraordinaire. Je vous fais passer des Ah, mais non, croquants parce que si moi j'en mange tout le temps. pour tout le monde. Voilà. Partagez avec le public des croquants de chocolat noir. Et puis, les gens qui ont envie de goûter des orangettes comme à C'est quoi Noël. cette petite bûche, oui. Alors ça, ce sont des petites... Alors, les orangettes, on a pareil, la particularité chez Camayos, c'est de confire nos propres oranges du Cameroun et de fabriquer nous-mêmes le chocolat. Donc, on est très très peu nombreux en France à faire tout ce processus. Donc c'est véritablement Oh, au Cameroun oui, alors qu'on pèle Des les orangettes. J'aurais voulu que Virginie ne soit pas punie. Pourquoi? Bah, parce que les orangettes... Oui, je sais. Tu goûtes. Elle n'en aura pas. Voilà. Et Ouais. puis pour T'es les en forme, hein. J'espère personnes si, par retour. qui auraient envie de se faire un bon chocolat chaud l'hiver, Camayos propose des préparations pour chocolat chaud en poudre. Et là, c'est un pourcentage de combien en cacao? 65% de cacao. 65%. Ouais. Alors, avec un cacao, une préparation de chocolat chaud en poudre, avec un procédé complètement naturel, juste du broyage mécanique. Il n'y a pas d'alcalinisation du produit, de produits bizarres, de lécithine, etc. C'est vraiment Naturel. très naturel et vraiment de manière très simple. Très simple. Avec tous ces bons chocolats, cela va vous donner envie, n'est-ce pas, d'aller vous intéresser sur le site Camayos. Donc, comment Ouais. doit-on faire pour acheter du chocolat? Bah Pour là, le public c'est qui n'a Fabrice, pas hein. la chance de goûter comme tout le monde ici, Voilà. camayos.fr. N'hésitez pas à aller et vous retrouvez tous nos produits sur notre site internet. Voilà, Très ça, il bien, faut bien merci répéter beaucoup. Une nouvelle fois, une dernière fois, parce que Voilà. ça, c'est très important. Hein. camayos.fr, donc camayos.fr. Ouais, je Et vous tiens, retrouvez tous les produits qu'on vous a présentés là et bien d'autres. je tiens à dire quelque chose de très très important pour les gens qui sont sensibles à ça. Nos produits ne contiennent en aucun cas
des émulsifiants comme la lécithine ou autre qui est relativement traditionnellement mis dans le chocolat. Il n'y a que du produit noble et travaillé de façon noble. Et la seule manière, c'est de venir nous voir. Merci infiniment à en vous tout cas. deux Vous êtes d'être déplacés, vous êtes venus. de quelle région tous les deux? Alors nous, on est la chocolaterie à côté d'Annecy, donc en Annecy, Haute-Savoie. oui, en Haute-Savoie. Donc, merci pour le voyage, mais franchement, ça méritait, hein, parce que Merci. vous avez vraiment de très très bons produits, chocolat tous extraordinaire. Ils sont sont tous tous bons. bons. Amis Ils sont tous gourmands, bons. Il y a la même vous compagnie avez de des Guy. bonnes Gourmands, adresses. Amis gourmands. Allez en acheter sur leur site. On va parler d'une autre gourmandise, mon cher Vartoche. On va parler théâtre un petit peu maintenant, hein, Ils sont derrière. voilà. Alors vous allez vous mettre en place. Voilà, messieurs, voilà, on est en famille. Hein, on va s'échanger un petit peu les places parce qu'on va recevoir. Ah oui, sans problème. maintenant les deux invités de notre ami Vartoche. Hein, voilà. Et pour en Mettez-vous en déguster place, le chocolat, mes amis. ils ont des tablettes Mettez-vous devant en eux. place. Voilà. Merci infiniment. En tout cas, on fait ça en famille. Hein, voilà, tout simplement. On va se mettre rapidement en place, s'il vous plaît. Et on va parler, Vartoche, justement, théâtre. On se met une fessue. Tu veux qu'on rapproche une chaîne? Ouais. On rapproche une chaîne. Est-ce que ça compte? Christian. Vas-y, Vartoche. Rallumer les lucioles. Oui, en fait, voilà. Donc moi j'ai été voir un spectacle l'autre jour qui s'appelle Rallumer les lucioles et après il y avait un pot et j'ai rencontré aussi les comédiens d'un autre spectacle qui s'appelle La Force du Coquelicot que je n'ai pas vu malheureusement, mais ils vont en parler de toute façon. Donc déjà Rallumer les lucioles, on parlera après ça ou dans quel théâtre ça va se jouer à Avignon. Et donc on reçoit le metteur en scène Bruno Banon et puis aussi Bonjour Bruno. Bonjour. ainsi que Sandra Fabry, donc qui joue dans Rallumer les lucioles et qui l'a écrit aussi. Alors moi je voulais je voulais savoir comment t'es venue l'idée d'écrire un seul en scène déjà, puis est-ce que tu peux nous parler du spectacle un petit peu, nous présenter pour ceux qui ne connaissent pas bien sûr. Avec plaisir. J'ai eu envie d'écrire un seul en scène parce que j'aime les histoires, j'aime qu'on raconte des histoires, j'aime qu'on puisse passer de quelque chose de personnel à quelque chose d'universel. Je trouve que c'est plein d'espoir de réussir à se réunir autour d'une histoire. Voilà. Et est-ce que tu as mis longtemps pour l'élaborer ou tu l'as écrit instinctivement comme ça Est-ce que ça a pris plusieurs années ou pas, Ça a pris du temps, ça a pris 2 ans pour l'écriture. Et heureusement, si on s'aurait pris encore plus de temps, j'étais très bien accompagnée par Bruno, mon metteur en scène, qui a été une aide immense aussi sur l'écriture. Mais je veux savoir, est-ce que c'est autobiographique ou alors est-ce que c'est inspiré, pas forcément tout est vrai dans ce que tu racontes dans le spectacle, mais est-ce que c'est aussi inspiré de ta vie? Alors mon personnage me ressemble beaucoup. Voilà. Mais tu peux raconter un peu l'histoire du spectacle? Oui, tout à parce que fait. Donc, on suit en fait l'histoire de Lily, qui grandit en n'ayant pas trop de repères. Voilà, parce que sa maman voit pas le monde comme tout le monde et que son père préférerait peut-être ne pas en faire partie. Donc voilà, elle essaye de se construire toute seule et pour trouver sa place dans le monde et pour nouer des liens, elle essaye à tout prix d'être normale. Mais elle sait pas très bien ce que ça veut dire d'être normale. Oui, c'est ça. Oui, mais d'ailleurs, elle a un animal imaginaire dans le spectacle. Et pourquoi avoir choisi une licorne? Oui, effectivement, elle a une licorne imaginaire qui s'appelle Carcasse, qui est donc sa meilleure amie. Je trouve que le symbole de la licorne il est hyper riche. Il parle à tout le monde. Il a tellement de facettes. Voilà. Et puis par exemple, pour un enfant, la licorne, c'est cet animal un peu magique qui est plein de couleurs, qui est plein de paillettes. Alors que quand on devient adulte, la licorne, ça devient une start-up qui est valorisée à 1 milliard d'euros, ça devient une marque de bière, ça devient dans le milieu libertin encore un symbole complètement différent. Donc voilà, je trouve que c'est aussi le symbole du passage de l'enfance à l'adulte et de peut-être une sorte de perte de magie à un moment. Oui. Est-ce que la différence de ton personnage dans une société stéréotypée l'est aussi dans ta vie?
Oui. En fait, c'est amusant parce que je crois que mon décalage, j'en avais pas forcément conscience pendant longtemps. Et c'est plus disons le regard des gens que j'aime autour de moi qui m'a fait prendre conscience parfois de ce petit décalage avec beaucoup d'amour et qui du coup m'a permis de pouvoir en parler. Et aussi, il y a ton rapport à la peinture, parce qu'il en est pas mal question dans le spectacle. Quel est le lien avec toi pourquoi la peinture Je trouve que la peinture, c'est aussi un moyen assez fantastique de raconter des histoires. C'est un moyen complètement différent et qui, en plus, chacun se raconte sa propre histoire devant une peinture. Et ça m'a semblé être une jolie image et un joli moyen pour Lily, le personnage, d'essayer de comprendre ce que vivait sa maman et de se le représenter et donc de pouvoir construire aussi dessus. Et moi, le spectacle est assez... moi, j'aime bien... Il y a une évolution un peu... Au départ, on se demande un peu ce que c'est, que ça va être. Puis petit à petit, il y a des choses trash qui arrivent aussi. Jusqu'à la fin où c'est complètement poétique. Donc, il y a de tout dans ce spectacle. C'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, je voulais te le dire. Mais pardon, est-ce que c'est pour lutter un peu contre le fait d'être formaté dans la société aussi? C'est de retrouver sa propre identité. C'est un peu la sculpture de soi, entre guillemets, parce que qu'est-ce que la norme? Vous voyez, donc sur quelle base en fait, est-ce que c'est aussi pour lutter contre l'exclusion, quand on veut vraiment que tous les gens soient comme des robots ou voilà? Est-ce que c'est essayer de retrouver sa propre créativité aussi? Oui, exactement, c'est complètement ça, et c'est retrouver de la tendresse pour ses failles, oui, pour ce qu'on considère être nos petites bizarreries, enfin plus ou moins petites d'ailleurs, et vraiment laisser cette magie intérieure qu'on a et que parfois on garde un peu à l'intérieur, la laisser se libérer et la repartager avec le monde. Ouais. Et quand vous dites luciole, c'est quoi, les neurones? C'est c'est justement le symbole effectivement de cette magie. En fait, oui, les lucioles, elles sont en train de disparaître à cause de la pollution lumineuse. Et donc pour moi, c'est un peu de la magie du monde qui partent avec elles. Donc il me semble que c'est d'autant plus l'occasion pour nous de libérer notre propre magie pour essayer de rééquilibrer un peu tout ça. Et de justement laisser parler son côté créatif. Voilà. Et justement, il y a un diaporama avec des photos du spectacle. On va les découvrir. On va les découvrir. Eric va mettre ça en place. Donc c'est un spectacle qui est joué... Alors ça va se jouer à l'Optimiste. Oui. L'Optimiste Théâtre du 29 juin au 21 juillet. C'est la première fois que j'entends parler de cette salle. À 13h40. Oui, moi non plus, je connaissais pas. Il y a micro parce que là sinon on peut pas je me rapproche vous entendre. Voilà. Donc j'allais dire que l'Optimiste c'est rue Guillaume Puy pour ceux qui connaissent un petit peu à Avignon et pas loin du tout, à quelques mètres de là. On est à l'espace Roseau Teinturier qui est rue des Teinturiers avec un spectacle qui s'appelle La Force du Coquelicot. Alors justement, on va reparler de cette pièce, donc La Force du Coquelicot. Il y a aussi un diaporama avec des photos. Alors, on peut passer déjà le diaporama si tu le veux. Force du coquelicot, oui. Aussi. Comme un petit coquelicot, mesdames, comme un petit coquelicot. Donc, avec Lucie Cherton, voilà, qui a écrit
remporté le Grand Prix du théâtre en 2021, d'un Grand Prix d'écriture. Bravo. Oui. Alors si jamais tu veux en parler, je te lance. Alors dites-nous tout. Alors bonjour à tous. Bonjour, on est ravis de vous recevoir. Merci, je suis ravie d'être là et puis de ces petites délicatesses sucrées que au passage étaient excellentes. On s'est gâté nos invités ici, hein. Merci Camayos. Merci. Alors La Force du Coquelicot, c'est une pièce que j'ai écrite, que j'avais envie d'écrire depuis très longtemps et je suis comédienne moi à la base, donc j'ai mis un certain temps à oser prendre la plume. La vie précieuse, même si elle nous fait souvent un mal de chien. Et c'est mon élan premier. Et pour ça, comme ce qui me rallume moi et ce qui rallume quelqu'un d'autre n'est pas la même chose, j'avais envie d'aller quitter le raisonnement et passer par les émotions. Parce que je crois que ce qui nous relie tous avant tout, c'est l'émotion. On aime tous, mais on n'aime pas les mêmes choses. Et pour aller chercher ce qui nous allume et ce qui nous fait aimer, j'ai quitté un peu le raisonnement et j'ai essayé de passer par le cœur. On est dans un univers un petit peu décalé, un petit peu poétique et qui amène à ressentir plus qu'à réfléchir. Voilà. Et tu peux nous parler un peu, le résumé de... Alors, c'est deux êtres, on va dire, qui ne sont pas du tout abîmés au même endroit et qui ne sont pas vivants au même endroit parce qu'on est tous... atteints par des choses différentes et ces deux personnes vont se rencontrer de façon complètement improbable et vont se tendre une main de façon aussi décalée et ça mais je n'ai pas envie de spoiler. C'est un spectacle. C'est suite à un accident qui se C'est la résilience. En fait, je ne vous dirai rien. Non, voilà. Il faut aller découvrir. Il faut aller découvrir le spectacle. Les deux spectacles, en fait. Oui. Hein, c'est au Festival d'Avignon. Rappelez-nous donc les dates. C'est à partir du 29 juin et c'est jusqu'au 21 juillet. 21 juillet. Dans La Force du Coquelicot, c'est à l'espace Roseau Teinturier. À 17h05. Je voudrais du coup présenter quand même mon partenaire qui est une pierre précieuse sur mon chemin. Oui. Et voilà, si pour nous en fait, on est une compagnie. Oui. Et ce qu'on défend dans nos projets, on le retrouve humainement. Julien Jorger. Merci. Oui, pardon. Moi je suis ravi de faire partie de l'aventure. Ils sont venus me chercher parce qu'on se connaissait, mais on n'avait pas encore travaillé ensemble. Bruno et Lydia avaient travaillé avec des amis communs. Donc ils ont mené leur petite enquête. Ils ont dit, tu crois que Julien est OK pour ça? Est-ce que tu crois que... Et heureusement, on a des amis. Carrément, prenez-le, c'est bien. Voilà. Eh ben voilà, en tout cas, c'est une belle aventure qui commence pour vous. On vous souhaite vraiment tout le succès. Qui continue, c'est notre deuxième année. C'est notre deuxième festival. Oui. Deuxième festival, voilà, mais c'est toujours une nouvelle aventure quand même parce que c'est pour le nouveau festival Avignon. Merci Bartosz. En attendant de les voir à Paris aussi. Oui, alors il y a Paris à la rentrée, j'espère. Alors, le Rallumer les Lucioles reprend à la Comédie des Trois Bornes tous les vendredis à 21h à partir du 13 septembre. Et l'autre pièce, peut-être aussi à Paris? Alors, pour le moment, là aussi, vous allez me dire, c'est une phrase, je ne vous dirai rien. Il y a des choses dans les tuyaux, mais c'est un peu trop tôt. Moi, ce que je peux vous dire, mais on en parlera à la prochaine émission, mais on peut quand même en parler très rapidement là, parce qu'on est pris par le temps, mais il y a un boys band aussi. Oui, avec Monsieur Strauch. Alors là, ça va être très rapide, les garçons, mais on va vous reprendre à la prochaine émission. On aura le temps vraiment d'en parler. Mais venez, ça va, on a Frédéric, encore. voilà,
On a très peu de temps, mais non, à peine. À peine. Très, 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 très rapidement. Mais on va vous reprendre à la prochaine émission, c'est promis. Donc, Vartosh, en attendant que nos amis se mettent en place, parlez-nous Les un petit chaises peu musicales. de ce nouveau boys band. Eh ben, Alors, c'est un boys band. Fred va en parler. C'est lui qui l'a créé. Alors en fait, tout commence avec mon ami Yves Desca, qui est un grand parolier français à qui on doit La maladie d'amour de Sardou, entre autres, et puis Tu m'oublieras de La Rousseau, et qui me dit: Frédéric, j'ai un truc que j'ai écrit dans la fin des années 70 qui n'a pas fait le tube escompté. Et comme la disco est en plein en train de revenir, je lui dis pourquoi, parce qu'elle était partie. Il me dit voilà, vraiment, je pense relancer cette chanson-là en écrivant un texte français pour un groupe de garçons. Et je lui dis: Yves, les boys bands, c'était les années 90, c'est terminé. Et j'arrive avec cette idée de lui dire: faisons quelque chose de décalé. C'est-à-dire, plutôt que de prendre des beaux gosses qui sont bien foutus, etc., prenons des middle-age, des garçons un peu âgés qui sont pas forcément vieux, de mode. Et voilà, donc on avance sur le projet. On retrouve un producteur. Enfin, je trouve un producteur. Et finalement, au dernier moment, alors qu'on avait déjà les dates pour tourner le clip, Yves se retire du projet. Donc j'appelle le producteur et je lui dis: mais quoi? Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait? On arrête? Qu'est-ce qu'on fait? Et il me dit: non, on continue. Je lui dis: je vais t'en écrire une chanson. Et puis voilà, c'est pas très compliqué. 2 jours après, j'avais écrit cette chanson. Et puis j'ai ramené autour de moi mon ami Olivier Denizet, évidemment mon ami Vartosh. Vous êtes 5, hein, on est 5 en tout, Denis D'Arcangelo. Moyenne d'âge 80 ans, non? C'est ça. On est très bien conservés. Alors, on va en reparler à la prochaine émission, c'est promis. Mais là, juste pour dire, c'est aujourd'hui, parce que c'est le 22 et c'est aujourd'hui que ça sort. C'est la sortie. Et puis c'est sur les plateformes aussi. C'est sur toutes les plateformes, c'est le 22, c'est aujourd'hui. Alors, vous avez une tournée en vue, j'imagine, oui, il y a des choses qui sont envisagées. En fait, je vais parler surtout des personnages, parce qu'au-delà du simple divertissement. Alors, les personnages. On va les voir dans le clip. Oui, on va les voir. Alors, on va envoyer le clip, et puis voilà, comme ça sera fait. Allez-y. Mais ça sonne, t'entends pas? Dépêche-toi! Hé! Bonjour, livraison Polissimo. Bonjour, merci. C'est quoi? Prends! Ça doit être mes chaussures! Ah non, je vais le faire, c'est bon. Non, c'est bon, ça va, j'ai l'habitude des gros paquets. Allez, dépêche-toi, il y a trop de lumière! Ça devrait la détendre pendant au moins 2 heures. Hein? J'espère ce que ça m'a coûté. Une petite signature? Et tu feras attention en rentrant les paquets! Si ça allait pas, si elle veut changer, plutôt que de repasser à la poste, donnez-moi votre numéro. Okay. Non, laissez, je vais rentrer le mien. Voilà. Merci. À la bonne journée. Je suis vegan. Toi qui tiens tant à avoir une belle histoire, plus qu'un amant, plus qu'un plan d'un soir. Toi qui te marres des caprices de tocards factices, perdus dans leurs artifices. Toi qui as peur des jaloux, des tombeurs qui jouent, des brise-cœurs qui mettent à genoux. Toi qui ne crois plus en rien, donne-moi la main et tu verras le chemin. Si tu bois du noir, il te reste un espoir. Prends ton caddie et puis choisis un daddy. Il y a tant de daddy, dandy. Si tu viens chez daddy, c'est parti. T'as le paradis pour paradis. Zappe les applis et puis choisis un daddy. T'en fous si daddy est dandy. Les sorties en boîte, c'est
Attention, on reprend. C'est un clip coloré, rythmé, Bravo, joyeux. C'est Nous, on a bien rigolé. Alors, c'est juste un petit extrait, mais la prochaine émission, on Feel passera good. le clip en entier, bien sûr. Mais on voulait vous faire un petit coucou et vous dire qu'on pensait à vous avec beaucoup de succès, puisque c'est aujourd'hui le 22 juin. Et Voilà. Vous pouvez acheter aller sur les plateformes Voilà. pour télécharger. C'est fun. Ça, oui, Télécharger. donc vous avez Merci, tourné. chers amis, Oui, de entre nous autres, avoir reçus. Merci à José Todaro, bien sûr, d'être là. On va terminer avec une chanson de José Todaro. On est obligé de quitter le studio, malheureusement, parce qu'il y a un direct aussi qui attend juste derrière, une nouvelle émission. Moi, je vous dis merci, bravo à tous, merci de vous être déplacés, bien évidemment. Merci Eric pour la réalisation. Mon cher José Todaro, nous étions ravis de vous avoir. Merci à vous, mon cher Christian. Vous m'avez enrichi ce soir. Vous m'avez donné l'occasion de connaître de nouveaux amis. Et puis de manger du bon chocolat. Et de manger du beau chocolat. Se régaler. Chocolat et puis, Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. On termine avec vous, José, bien sûr, avec une chanson que vous connaissez bien, hein, n'est-ce pas? Je ne sais pas laquelle vous avez choisi. Voilà, c'est donc Surprise. l'Arlésienne, me L'Arlésienne. semble-t-il. L'Arlésienne. À bientôt, À les bientôt. amis. Vive Armada. Au revoir. C'è la solita storia del pastore il povero ragazzo voleva raccontarla e s'addormì. Se nel sonno l'oblio come anch'io vorrei dormir così, nel sonno almen l'oblio trovar, la pace sol cercando io vorrei poter tutto scordare. Ma ogni sforzo è vano, davanti tu sempre